Imaginez une intelligence artificielle à qui l'on donne une mission absurde, fabriquer le plus de trombones possible. Au début, elle optimise l'usine. Puis elle comprend qu'avec davantage de métal, d'énergie et de contrôle, elle pourrait augmenter sa production. Chaque limite devient un obstacle à contourner. Et dans la version extrême, elle finit par convertir toutes les ressources de la planète en trombones, y compris les humains. C'est le maximiseur de trombones. C'est une expérience de pensée célèbre sur les dangers de l'IA. L'humain fixe un objectif à l'IA, puis la machine invente les moyens d'y parvenir sans intégrer les limites et les conséquences implicites. Et aujourd'hui, on commence peut-être à observer les premières formes réelles de cette mécanique. OpenAI a confié à ses modèles IA une mission précise, réussir un test de cybersécurité dans un laboratoire isolé. Pour maximiser leur score, les agents IA découvrent une faille inconnue, franchissent les barrières du laboratoire, atteignent Internet, puis pénètrent dans les serveurs d'une autre entreprise afin de récupérer les réponses aux tests. Cette entreprise, c'est Hugging Face, l'une des plateformes les plus importantes de l'écosystème de l'IA. D'après les rapports publiés, l'opération a déclenché plus de 17 000 événements, des actions réalisées. Des clés d'accès sont compromises, des machines doivent être reconstruites, les équipes sécurité travaillent tout le week-end et les forces de l'ordre sont même prévenues. Personne n'avait demandé au modèle d'attaquer Hugging Face. Leur objectif consistait simplement à réussir le test, à réussir le benchmark. Mais l'accès à Internet, l'exploitation d'une faille zero day et l'intrusion dans une entreprise externe sont devenus étape après étape des moyens efficaces pour obtenir un meilleur score au test. Alors oui, l'échelle reste assez éloignée par rapport au scénario apocalyptique des trombones, mais vous comprenez l'idée, la logique commence en fait à inquiéter. On commence à avoir une forme inquiétante en fait d'IA. Alors, comment une IA a-t-elle pu sortir de son environnement isolé? Jusqu'où elle est allée? Est-ce qu'on vient en fait d'insister à une première perte de contrôle réel de l'IA? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash. Aujourd'hui, vidéo dédiée à la cybersécurité et l'IA. C'est deux de mes expertises aussi en plus des cryptos et on reprend les vidéos d'actualité crypto juste après. Alors, on va reprendre toute la chronologie de l'attaque. Tout commence chez OpenAI, bien avant que Hugging Face comprenne ce qui lui arrive. OpenAI voulait mesurer les capacités de ces nouveaux modèles en cybersécurité. Donc pour cela, les chercheurs leur ont fait passer un benchmark. Un benchmark, c'est juste un examen technique standardisé. Tous les modèles reçoivent des exercices comparables, puis leur score permet de mesurer les progrès. Ici, l'examen s'appelle Exploit Gym. Ça rassemble près de 900 exercices tirés de vraies failles informatiques. Le modèle doit construire l'attaque, contourner les protections et récupérer une valeur secrète prouvant sa réussite. Parmi les modèles testés, il y avait GPT 5.6 Sol, donc le modèle le plus puissant accessible au grand public à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et il y avait aussi un modèle de pré-production encore plus puissant qu'OpenAI n'a pas encore annoncé ni révélé. C'est probablement GPT-6. Ces modèles fonctionnent sous forme d'agent, en tout cas dans les tests, c'était sous forme d'agent. Ils pouvaient lancer des commandes, observer le résultat et poursuivre leur travail étape après étape, comme les humains le font en fait derrière un ordinateur. Et OpenAI voulait connaître leur niveau offensif maximal. L'entreprise avait donc retiré les filtres habituellement actifs sur les produits grand public, les filtres anti-hacking. Ces filtres examinent normalement les demandes et bloquent les actions les plus dangereuses. Et en fait, une expérience aussi sensible, ça doit se dérouler dans une sandbox, dans un environnement isolé. C'est ce qu'OpenAI a fait. Le modèle peut ainsi travailler à l'intérieur, casser les logiciels prévus pour le test, mais tout en étant limité, tout en ayant des barrières qui sont censées l'empêcher d'attaquer des vrais systèmes, les vrais systèmes de l'entreprise en interne ou les vrais systèmes à l'externe. Les agents devaient tout de même télécharger des composants logiciels. Donc, ces téléchargements passaient par un proxy. C'est en fait un espace, une porte contrôlée qui récupère seulement certains fichiers autorisés. Et cette première ouverture, ce proxy, ça va devenir le premier maillon faible. La première évasion se déroule chez OpenAI. Pendant le test, les modèles ont passé énormément de temps avec une très grosse puissance de calcul à la recherche d'un accès à Internet. Ils inspectent leur environnement et étudient ce proxy pour télécharger des logiciels. Et ils y découvrent une faille zero day. Ils découvrent vraiment une faille zero day sur le proxy. Une faille zero day, c'est une vulnérabilité qui est encore inconnue des personnes chargées de protéger le logiciel. Il n'y a aucun correctif qui est disponible au moment où elle est découverte. Et c'est ce qui la rend vraiment dangereuse.
OpenAI indique d'ailleurs que le problème se trouvait, comme je l'ai dit, dans le proxy tiers. C'est pas quelque chose qui a été développé par eux. Ils ont récupéré un proxy tiers comme ce qui est normal et ils l'ont utilisé. Et ils ont d'ailleurs remonté la faille de sécurité aux développeurs du proxy. Et grâce à cette faille, les agents, ils ont franchi la première barrière. Ils ont pu avoir accès à Internet. Ils ont réalisé, en fait, ils n'ont pas eu accès à Internet directement. Ils ont d'abord réalisé une élévation de privilèges. Ça veut dire qu'ils ont obtenu davantage de droits sur la machine. Puis ils ont fait un déplacement latéral, c'est-à-dire ils sont allés sur une autre machine à l'intérieur du réseau d'OpenAI. Ils ont fait ça jusqu'à atteindre un serveur capable de communiquer librement avec Internet. Et c'est là en fait où on comprend le mot s'échappe dans cette histoire. Les agents ont clairement dépassé les limites réseau prévues par OpenAI et ont atteint une sortie interdite. C'était interdit que l'agent IA aille dans le dispositif de test. En tout cas, il était censé être bloqué dans la sandbox, dans l'environnement isolé. Et du coup, ce qu'on est en train de voir, c'est vraiment un franchissement de barrières suivi d'actions dans le monde réel. On a dépassé vraiment le monde d'OpenAI, le monde de test d'OpenAI. À ce moment, l'agent, il a toujours un seul objectif. C'est de obtenir le meilleur résultat possible au benchmark Exploit Gym. Et là, en fait, les agents se disent, peut-être que Hugging Face pourrait héberger des éléments liés à ce test, des jeux de données ou peut-être même les solutions. Hugging Face, comme je l'ai dit, c'est extrêmement connu dans l'écosystème IA. Hugging Face, ça devient une piste. Les agents vont donc aller essayer de s'introduire dans leur infrastructure de production. Ils vont vraiment aller dans les vrais systèmes utilisés par les utilisateurs, par les développeurs. Donc l'attaque, en fait, le rapport de Hugging Face permet de voir la suite. L'intrusion commence avec un jeu de données malveillant envoyé vers son système de traitement, le système de traitement de Hugging Face. Quand une personne dépose ce type de fichier, ces jeux de données, les serveurs de Hugging Face l'ouvrent, le préparent automatiquement. Et l'attaquant exploite 2 failles de sécurité lui permettant de faire exécuter ses propres commandes pendant cette opération de traitement du jeu de données. Donc, au final, du code choisi par l'attaquant s'exécute sur une machine de Hugging Face. Et cette première machine, en fait, c'est un ordinateur chargé, c'est un serveur plutôt chargé d'exécuter une tâche précise, un worker. Ici, c'était le traitement du jeu de données. Et depuis ce worker, l'agent a atteint le nœud qui l'héberge, donc la machine vraiment principale sur laquelle plusieurs tâches peuvent fonctionner. Il a ainsi récupéré des mots de passe. Et certains de ces accès, certains de ces mots de passe permettaient d'accéder au cloud de Hugging Face et de maîtriser le cloud de Hugging Face. Et donc avec ces clés, l'agent il a progressé à travers plusieurs serveurs internes de Hugging Face. Selon OpenAI, les modèles ont découvert des moyens d'accéder à des informations secrètes utilisables pour tricher dans les benchmarks. Les rapports ne précisent pas s'ils ont effectivement eu les réponses exactes, mais en tout cas, ils ont eu des choses qui leur ont permis de tricher lors du benchmark. La stratégie apparaît maintenant dans son ensemble. Pour augmenter leur score, les modèles ont cherché des réponses. Pour accéder à une source possible de ces réponses, ils ont eu besoin d'Internet. Et pour obtenir Internet, ils ont exploité le proxy, une faille dans le proxy hébergé chez OpenAI. Une fois la sortie trouvée, ils ont attaqué Hugging Face. Ils ont traversé son infrastructure et ont obtenu des informations secrètes. OpenAI emploie elle-même le mot tricher. Les agents ont vraiment essayé de trouver un raccourci vers la solution au lieu de résoudre chaque exercice comme ils sont censés le faire. Alors je vous interromps 30 secondes pour vous dire qu'habituellement, comme je l'ai dit, on parle des dernières actualités crypto sur cette chaîne. Et Bybit.eu, la plateforme crypto partenaire de la chaîne, vous offre un bonus jusqu'à 60 €. Vous avez toutes les informations dans la description pour en profiter. C'est un exchange régulier en Europe qui vous permet d'acheter et de vendre facilement des crypto-monnaies. On revient à OpenAI et Hugging Face. Hugging Face, ils ont travaillé tout le week-end pour corriger la faille et comprendre la faille. Ils ont vu qu'il y avait, comme je l'ai dit, des milliers d'actions, plus de 17 000 événements qui ont été réalisés. Ils ont compris que vu la sophistication de l'attaque, c'était forcément un attaquant qui était très bien outillé. Les équipes corrigent les failles de sécurité, retirent les accès de l'attaquant, reconstruisent les machines, ils remplacent les mots de passe. Ils demandent même aux utilisateurs de renouveler les jetons d'accès et de vérifier l'activité de leur compte. Et l'entreprise fait appel à des spécialistes extérieurs et en fait, ils signalent même, comme je l'ai dit, l'incident aux forces de l'ordre. Et là, en fait, OpenAI a contacté Hugging Face et les deux se sont rapprochés. Et le 21 juillet 2026, donc hier, OpenAI a révélé publiquement l'origine de l'incident. C'est juste
c'est incroyable, honnêtement, ce qui vient de se passer. Le dirigeant, le CEO de GameFace, Clément Delangue, il a expliqué que ils ont soupçonné dès le départ un grand laboratoire. Et voilà, ils ont travaillé avec OpenAI et ils pensent pas qu'OpenAI avait une intention malveillante, mais il est quand même stupéfait par ce qui s'est passé. Donc les humains ont bien lancé l'expérience. Ils ont fourni l'objectif général. Et selon les premiers rapports, personne n'a demandé au modèle de pirater encore une fois Hugging Face. Le choix de chercher, c'est vraiment une décision, et de chercher et de pirater Hugging Face, c'est vraiment une décision prise par l'agent. Alors, pourquoi une IA choisit de tricher? On peut comprendre ce comportement sans imaginer une machine vraiment consciente ou animée vraiment par l'envie de nuire ou de détruire. L'agent, il a reçu un objectif mesurable, réussir des exercices. Il a testé une méthode, il a observé le résultat et il cherche une autre méthode. Et il s'est dit qu'en fait, récupérer les réponses, c'est sans doute le chemin le plus efficace. Et c'est ce qu'on demande à l'IA souvent, de trouver les chemins les plus efficaces. Et en fait, c'est là où ça pose un peu problème parce que on voit bien que le chemin efficace, au final, c'est pas forcément le meilleur chemin pour les humains. En fait, l'agent IA, chaque barrière qu'il a rencontrée, c'est devenu juste un problème technique. Le réseau est fermé, il a cherché une faille, les droits sont limités et il a essayé de les augmenter. Les solutions se trouvent peut-être sur une autre plateforme, on va aller voir sur l'autre plateforme ce qu'il y a. Et cette logique s'appelle la poursuite instrumentale d'un objectif. La machine invente des étapes intermédiaires utiles à sa mission et accéder au réseau, obtenir plus de droits et récupérer les clés, c'est juste des moyens au service du score. Et les conséquences imposées à Hugging Face, donc le piratage de Hugging Face, c'était pas quelque chose qui avait assez de poids au final dans cette expérience. Et en fait, pour moi, cet incident est vraiment majeur. Parce que jusqu'ici, il y avait beaucoup de démonstrations sur les agents cyber, mais qui restaient enfermés dans des laboratoires. On savait qu'un modèle pouvait trouver des failles, écrire du code, enchaîner des commandes. On savait que le modèle Mythos de Claude était puissant, mais on ne savait pas vraiment que ça pouvait aller jusqu'à faire une attaque de bout en bout, réelle, et surtout que ça soit quelque chose d'involontaire. On ne savait pas que ça pouvait aller jusque-là. Donc cette affaire relie directement ces capacités cyber d'un modèle au piratage d'une entreprise extérieure jusqu'à déclencher la cellule de crise de l'entreprise extérieure. C'est juste hallucinant. L'événement montre aussi l'importance et la puissance des agents et surtout avec cette capacité à raisonner pendant longtemps, pendant de très nombreuses heures, pendant plus de 24 heures si besoin. Ils ont vraiment des compétences techniques, mais c'est cette persévérance qui fait que ça peut aller vraiment au-delà juste de compétences techniques ponctuelles, ou plutôt de tests ponctuels. Ça va vraiment au-delà, ça va enchaîner les failles de sécurité. Et après, cette notion de perte de contrôle et cette notion d'IA qui s'échappe, oui, clairement, l'IA s'est échappée. Mais bon, les humains ont fini quand même par détecter l'activité, ils ont pu arrêter l'expérience à temps, mais durant une période, oui, la stratégie de blocage, de confinement n'a clairement pas fonctionné. Et pour moi, ce type de situation, on va le rencontrer de plus en plus souvent. Si on revient à l'histoire du maximiseur de trombone, l'intérêt, en fait, plutôt une IA, ça poursuit un indicateur mesurable et ça transforme chaque obstacle en un problème à résoudre. Donc, le maximiseur de trombone, construire le plus de trombones possible. Le benchmark cyber, avoir le meilleur score possible. Le système, il cherche le résultat demandé et ensuite, il découvre qu'il y a d'autres choses qu'il lui faut pour atteindre cet objectif. Il découvre, par exemple, pour le maximiseur de trombone, qu'avec davantage d'énergie, de ressources, d'accès, il peut atteindre plus facilement cet objectif. Et ces moyens intermédiaires, ils apparaissent spontanément parce qu'ils sont utiles à la mission. Et dans l'expérience de pensée, cette dynamique, cet enchaînement va jusqu'à convertir la planète entière en trombone, en tuant tous les humains pour les convertir en trombone, parce que les atomes des humains peuvent être utiles à générer des trombones. Dans l'incident d'OpenAI, c'est beaucoup moins grave ce qui a été fait. On n'a pas détruit la planète, heureusement. Mais ça commence à ressembler, en fait. C'est un objectif qui est défini, une grande capacité d'action et des conséquences extérieures qui figurent pas du tout dans l'objectif initial. Ici, comme je vous l'ai dit encore une fois, réussir Exploit Gym, c'était l'objectif, avoir le meilleur score possible sur Exploit Gym. Et au final, ils sont allés jusqu'à hacker une société. Donc voilà pourquoi pour moi, ce que ça montre, c'est vraiment une forme concrète de piratage lié à l'IA et surtout de piratage involontaire. C'est quelque chose qui a été longtemps théorique en fait, mais là on est en train de voir vraiment l'aspect pratique et honnêtement, ça fait peur.
Pour moi, cette affaire, ça marque vraiment un tournant majeur. Ça montre qu'un agent très compétent, très persévérant et guidé par un objectif peut déjà franchir des limites techniques et causer des conséquences réelles chez un tiers. Et en fait, les sujets du contrôle vraiment de ces agences, c'est quelque chose qui revient au centre de la discussion. Actuellement, on arrive plus ou moins à contrôler avec OpenAI et Claude qui mettent des limitations sur ces agents, sauf là dans des tests où ils ont enlevé ces limitations. Mais avec l'évolution des modèles open source, pour moi, ça serait pas du tout étonnant d'avoir des modèles équivalents utilisables par n'importe qui dans quelques mois ou dans un an maximum, par exemple. C'est clairement quelque chose qui est envisageable. On le voit ces derniers temps avec l'accélération des performances des modèles open source. Kimi K3 qui est sorti, il a quasiment les compétences et la capacité de Claude, de Fable, de Mythos, etc. et de GPT 5.6. C'est pour ça que ça me fait peur sur le moyen long terme, on va dire. Alors on va encore avoir moyen court terme plutôt, je veux dire. Donc on n'a pas encore tous les détails. Donc je vais suivre les révélations, je vais suivre tout ce qui est en train de se passer. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'il faut réellement suivre et ça peut avoir un impact sur beaucoup de choses. Ça va créer une zone de turbulence. Ça va créer une zone potentiellement, il va y avoir beaucoup plus de piratage. C'est quelque chose qui est envisageable. On l'a un peu vu au niveau des piratages crypto. Pendant un certain temps, ça s'est accéléré, en partie grâce à l'IA sur des protocoles qui étaient très vieux, qui existaient depuis très longtemps. Je pense que c'est en partie dû à ça. Et je pense que ça va continuer. Donc, espérons que y ait plutôt que les développeurs accèdent à ces modèles rapidement et sécurisent leur système avant que les attaquants, les pirates. Mais là, on est clairement dans une course entre les attaquants et les défenseurs dans le monde digital, mais ça peut aller au-delà du monde digital et ça peut avoir des conséquences dans le monde réel. Un piratage, là, heureusement, n'a pas été catastrophique. Ça aurait pu être quelque chose de beaucoup plus grave. Donc vraiment, faut surveiller ce qui est en train de se passer, faut prendre ses précautions, faut inciter les développeurs à utiliser l'IA le plus tôt possible dans le cycle de développement et tester leur code par l'IA parce que les modèles sont devenus extrêmement compétents. Il faut plus se reposer uniquement sur les audits en fin de cycle. Il faut vraiment faire tester le code le plus tôt possible et je pense qu'on a une chance. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Si vous aimez ce genre d'enquête sur l'IA, sur la cybersécurité ou sur les cryptos, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour la suite. Allez, bye bye, ciao, ciao.